Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lynch. À la une ce mois. À la une ce mois, nous reviendrons sur un seul sujet, le lancement en Afrique de l'indice d'opacité financière 2022 produite par Tax Justice Network. L'occasion pour nous d'échanger de nos résultats avec des collègues venus du Nigeria, notamment l'African Center for Tax and Governance, mais aussi du Kenya, Tax Justice Network Africa, et bien évidemment du CRADEC de Jean Mbala Mbala. Nous avons présenté l'outil et ses différentes composantes à des personnes comme les sénateurs du Cameroun, les parlementaires, mais aussi des hauts dirigeants de l'administration, la société civile et les médias. Je rappelle que vous pouvez écouter notre podcast sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com. Libsyn avec S-Y-N. Vous pouvez aussi aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network, de taxcast.net et vous cliquez sur l'onglet en français. Notre page YouTube, c'est www.impôts et justice sociale. Sur Stitcher, vous activez l'application et vous allez écouter notre programme. Pour ceux qui veulent interagir avec nous, mon adresse email impôt avec s-8 social@outlook.fr ou encore idriss@taxjustice.net. La page Facebook Impôts et justice sociale et la page Twitter #impôts social. Voilà pour la une. À tout de suite pour les détails. Je le disais en une, Tax Justice Network a procédé au lancement en Afrique de son indice d'opacité financière. Vous savez, l'opacité financière, le secret financier permet aux individus de cacher et de déplacer de l'argent hors de leur pays. Et pour 2022, Tax Justice Network révèle une fois de plus que les plus grands facilitateurs de l'opacité financière sont certains des pays les plus riches du monde, notamment les États-Unis et la Suisse. L'indice est sorti dans la période où les ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique ont adopté une résolution qui invite les Nations Unies à débuter des négociations sur une convention internationale en matière fiscale. Je rappelle qu'un draft a été proposé déjà par nos partenaires d'Eurodat. Nous en avons discuté lors d'une précédente édition. Ce que nous retenons de l'indice cette année, c'est que tous les 18 pays africains qui ont été évalués, à l'exception évidemment de 4, notamment le Rwanda, l'Afrique du Sud, les Seychelles et le Ghana, ont fait des progrès dans l'amélioration de la transparence financière au sein de leur juridiction. Aucun des pays de la région, il faut le dire, ne figure dans le top 30 des fournisseurs d'opacité financière dans le monde. Au contraire, plusieurs pays comme le Kenya et le Nigeria figurent dans le top 20 de ceux qui ont amélioré leurs lois contre l'utilisation des pratiques financières opaques au profit des non-résidents. Rappelons aussi que la moitié des pays africains évalués a fait des progrès significatifs en exigeant la divulgation de la propriété effective des entreprises. Et d'ailleurs, dans des pays comme le Botswana, on devrait divulguer la totalité de la propriété effective et le Ghana l'impose à tous les politiciens, ce qui est une avancée majeure. Commentons cet indice sur l'Afrique. Alvin Mosioma, directeur exécutif de Tax Justice Network Africa,
a dit ceci, je cite, Tax Justice Network Africa réitère son soutien à l'appel lancé par les gouvernements africains en faveur d'une convention fiscale qui soutienne une organisation internationale. En effet, une telle organisation est nécessaire pour permettre aux pays africains de pratiquer et de participer aux discussions mondiales sur la fiscalité sur un pied d'égalité avec les autres. Alex Copham, directeur général de Tax Justice Network, a dit pour sa part que l'architecture fiscale internationale actuelle est un désastre. Elle engendre directement des inégalités inutiles entre les pays et à l'intérieur des pays, privant chacun de la chance d'avoir une vie meilleure. Alex Copham estime que les pays à faible revenu perdent de loin la plus grande part de leurs recettes fiscales. Évidemment, quand on compare ce que l'Afrique perd par rapport à ce qu'elle mobilise, par rapport à son PIB, le continent est celui qui souffre le plus. Et Alex Copham conclut en disant que l'équivalent de près de la moitié des budgets des pays africains en matière de santé sont volés dans le cadre de la fuite de l'impôt des multinationales. Enfin, un partenaire s'est exprimé, c'est Jean Bala. Il estime, en tant qu'acteur de la société civile, être satisfait des progrès de son pays, le Cameroun. Mais il est aussi inquiet par des questions de transparence en ce qui concerne les entités juridiques. Et il invite les autorités à être plus vigilantes compte tenu de l'évolution, notamment de la Chine, qui dans l'indice d'opacité financière est passé de la 25e place à la 11e place, ce qui signifie que son ranking s'est dégradé significativement. Voilà un peu pour la présentation de cet indice sous le prisme de l'Afrique. Nous reviendrons dessus lors des éditions suivantes en expliquant beaucoup plus dans le détail, notamment les ABC de la justice fiscale. Nous allons aussi parler certainement du lancement de la transparence de l'OCDE, notamment par rapport aux taxes africaines, et nous allons décortiquer cela sous le prisme de notre propre outil à nous. Voilà un peu, c'était ça pour débuter ce programme. J'ai été un peu long, mais il fallait que je partage avec vous le sentiment. Vous en avez écouté tout à l'heure, c'est que les partenaires nous ont donné comme sentiment à la suite de la présentation de l'indice d'opacité financière à Kribi au Cameroun. La présentation à Kribi de l'indice d'opacité financière a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment des sénateurs du Cameroun, des membres du Sénat. J'ai échangé par la suite avec l'honorable Jean-Marie Pong-Moni, qui est un des sénateurs très actifs sur la lutte contre les flux financiers illicites. Écoutez l'entrevue que j'ai eue avec lui. Sénateur Jean-Marie Pong-Moni, vous êtes sénateur pour le compte du Sénat camerounais, mais vous êtes surtout une des personnalités qui a été les plus actives au cours de ces 12 derniers mois sur les questions des flux financiers illicites. Est-ce qu'aujourd'hui, après cette période d'expérience, est-ce que vous pouvez partager avec nous qu'est-ce qui a changé en vous en tant que représentant des institutions, représentant du peuple, pour ce qui est des flux financiers illicites dans votre pays? Oui, votre question vient à point nommé. En ma qualité de parlementaire, j'ai beaucoup changé. La perception que j'avais des problèmes financiers, de la justice et de l'équité fiscale ont changé. Je me suis rendu compte que les choses ne vont pas dans le droit chemin, les choses ne vont pas comme nous le souhaitons. Nous perdons d'énormes sommes d'argent, beaucoup d'argent, simplement parce que cet argent sort d'une manière illicite. Et ce qui a été renforcé en moi maintenant, c'est de participer à la lutte contre vraiment cette fuite de l'argent
qui aurait dû nous aider à construire les écoles, à construire les hôpitaux, à soigner nos malades. Donc aujourd'hui, en ma qualité de sénateur, je suis résolument engagé à donner ma participation au niveau du Sénat pour que ceux qui sont compétents en la matière puissent aussi changer. En cela, je dois faire le plaidoyer et le lobbying auprès de mes autres collaborateurs qui ne sont pas avec moi dans le cadre de notre forum ici. Je dois également saisir les membres du gouvernement concernés à travers mes questions orales. Et ce ne seront pas seulement les questions orales, mais ce seront des questions écrites. Puis nous allons organiser une sorte de plateforme avec la société civile pour qu'ensemble nous puissions faire pression pour que les choses puissent bouger. Parce que si notre pays sont pauvres, si nous avons tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, c'est parce que l'argent n'est pas utilisé à bonne fin. L'argent prend des voies qui ne sont pas les bonnes voies. Il y a beaucoup d'irrégularités dans cela et je pense que ma contribution, elle est ferme, elle est engagée. Je vais lutter, mais je vais chercher des voies et moyens. Je vais m'entourer de mes collègues, mes collaborateurs pour qu'ensemble, qu'il y ait un changement dans notre pays pour que notre pays ne fasse plus l'objet de ceux qui veulent brader notre économie, laissant les gens très pauvres pendant que eux ils s'enrichissent. D'accord, mais après, pour mener cette bataille, malheureusement, c'est un domaine où les entreprises multinationales fraudeuses sont très outillées. Au niveau du Parlement, est-ce que vous pensez que les outils que vous avez partagés, acquis en échangeant avec le réseau pour la justice fiscale, Tax Justice Network, est-ce que ces outils ont éclairé un peu plus vos compétences en matière aujourd'hui de discussion sur, par exemple, le débat public en matière d'impôts, en matière de finances publiques? Non, vous savez, en même temps, nous sommes venus ici pour apprendre et nous avons beaucoup appris et les outils qui nous ont été présentés aujourd'hui, ces outils vont véritablement nous aider. Ces outils nous ont outillés pour que le combat que nous allons mener, que ce combat se repose sur des arguments concrets et c'est ce que nous allons faire. Donc, nous avons suivi un certain nombre d'exposés ici et je vous avoue que nous sommes outillés. Nous rentrons vraiment bien oubliés dans nos têtes pour pouvoir mener d'une manière assez concrète cette lutte contre les flux financiers illicites. Et d'accord. Alors, les ministres africains de l'économie et des finances ont adopté une déclaration à Dakar le 17 mai où ils ont défendu clairement l'idée d'une convention fiscale internationale sous l'égide des Nations Unies. Est-ce que vous, en tant que sénateur, représentant du peuple des institutions dans votre pays, le Cameroun, est-ce que vous êtes prêt à soutenir ce projet de convention si le gouvernement vous le présentez pour un débat parlementaire? Si le gouvernement nous présente cette convention, mais ça va couler, ça va aller comme du poisson dans l'eau. Nous allons soutenir cette convention. Nous souhaitons une seule chose, c'est que le gouvernement puisse présenter cette convention au niveau du Parlement. Parce que nous sommes là pour légiférer, pour voter les lois, pour adopter, et nous sommes prêts. Et nous allons faire, à mon niveau, je le dis, campagne auprès des autres collègues pour que cette convention, si elle est présentée au niveau du Parlement, qu'elle soit adoptée à notre niveau. Merci, sénateur. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Jean Balambala est un expert que vous reconnaissez et que vous connaissez déjà. Il est celui qui nous a permis de faire le lancement en Afrique de cet indice d'opacité financière. Écoutez l'entretien que j'ai eu avec lui, il nous a fait son débriefing après avoir écouté la présentation de l'outil. Oui, Jean Bala, vous êtes un expert permanent du podcast francophone de Tax Justice Network sur la justice fiscale et la justice sociale. Vous êtes aussi l'un partenaire de Tax Justice Network. Vous avez accepté d'abriter le lancement en Afrique de l'indice d'opacité financière 2022. Déjà, quel est votre sentiment d'avoir participé à ces travaux-là?
Oui, je dirais déjà que c'est un sentiment de fierté d'avoir abrité le lancement au niveau africain de ce rapport 2022 sur l'indice d'opacité financière au Cameroun, à Kribi, lors d'une activité que nous avons organisée. Et par la suite, je dirais aussi que c'est une satisfaction pour nous parce que on s'est rendu compte que l'indice d'opacité financière est un complément de l'indice de la perception de la corruption au niveau national. Et comme je le disais déjà en ce moment-là, pour nous, le fait que le Cameroun ne soit pas parmi les 10 premiers classés comme ceux des pays ou celles des institutions qui, disons que développent des services d'opacité financière est déjà quelque chose d'un point positif par rapport au travail que nous faisons au niveau national. La seconde chose que je vais évoquer, c'est que au niveau africain, on se rend aussi compte que il y a un certain nombre d'évolutions que nous sommes en train de faire, mais qui doivent être consolidées par rapport à certaines préoccupations que nous avons, par exemple au niveau du secteur extractif, dans lequel nous sommes engagés et pour lequel nous voulons plus de transparence à travers le développement d'un certain nombre de problématiques telles que l'a évoqué quelqu'un sur la propriété effective, sur la mise en place d'un registre public des bénéficiaires effectifs, des questions liées par rapport à la publication des contrats. Et nous le vivons en ce moment quand on regarde l'actualité nationale qui tourne autour d'un certain nombre de problématiques. Glencore, au niveau national, les conventions signées avec Sinosteel, cela nous préoccupe et nous pensons que le gouvernement doit pouvoir faire encore des efforts pour améliorer la transparence sur ces questions. Justement, on a discuté avec les parlementaires sur cette question de contrats miniers, en prenant l'exemple de Sinosteel, qui finalement, les parlementaires ont poussé le gouvernement à publier un contrat. De ce point de vue, le Cameroun dans l'indice a plutôt réalisé de bons points, parce que le code de transparence et de bonne gouvernance, notamment, permet de publier les contrats miniers, qui sont un indicateur évalué. Mais dans le même temps, dans la pratique, très peu de contrats sont publiés, très peu de titres miniers sont publiés. Alors, du point de vue du CRADEC, et compte tenu de ce que l'indice nous apprend, quels peuvent être les next steps en termes d'action de plaidoyer? Comme je l'ai évoqué, l'environnement juridique a évolué au niveau national. Nous parlons du code minier, mais il faut que ce code minier soit publié. Donc, le next step, à cet égard pour nous, c'est que le code minier doit avoir à la suite son texte d'application. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et comme je le dis, nous avons une loi, un code qui encadre aujourd'hui la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun. Là aussi, c'est une avancée remarquable du point de vue juridique, mais il faudrait qu'on aille plus loin par la publication d'un décret d'application de ce code aussi. Donc nous pensons qu'il y a des éléments qui existent, qui sont des acquis, mais qui doivent être complétés par des dispositions réglementaires appropriées. Donc pour nous, nous allons continuer à travailler sur ces questions-là, à faire des plaidoyers, à discuter avec les parlementaires, qui seront d'ailleurs en session ordinaire dès le mois de juin, ce 7 juin, et à cet égard, c'est des sujets sur lesquels nous allons poser sur la table dans le cadre de la préparation du débat d'orientation budgétaire avec les parlementaires. Nous avons effectivement pu voir que les parlementaires sont très intéressés par l'indice d'opacité financière. Un dernier point, vous avez parlé de Glencore. On a découvert que Glencore avoue avoir corrompu pour près de 7 milliards de francs CFA au Cameroun afin de pouvoir obtenir des prix du pétrole qui étaient en deçà de ceux du marché. Lorsque nous apprenons ce type de nouvelles et on se rend compte que le Cameroun traîne encore à s'arrimer complètement aux standards internationaux de reporting en matière fiscale, aujourd'hui, quel est l'état des discussions? Le Cameroun a déposé l'instrument d'accord multilatéral. Quelles sont les prochaines étapes? La société civile se satisfait-elle? Jusqu'où veut-elle pousser le gouvernement?
Oui, disons que le Cameroun est partie prenante de l'accord international sur les échanges, je dirais, multilatéral en matière de fiscalité. Mais en réalité, il faut encore aller plus loin. Il faut encore aller plus loin parce que, vous le savez très bien, le Cameroun n'a pas encore adhéré à cet instrument, la norme qui veut les échanges automatiques d'informations en matière fiscale. Il faudrait que cela soit poussé davantage. Et pour nous, je crois que le problème de la fiscalité au niveau international, il est un problème global. Et nous adhérons et nous poussons effectivement que le Cameroun, qui s'est joint certainement au ministre des Finances africain à Dakar récemment, et que on pousse très largement sur la proposition d'avoir une convention sous l'égide des Nations Unies sur la fiscalité internationale. Et à cet égard, nous pensons que les débats peuvent être, animés du point de vue universel, avec le principe une voix, un vote, et au niveau des Nations Unies, au lieu que ce soit, dirigé par le G7 à travers l'OCDE. En tout cas, merci Jean Bala. Nous serons certainement encore aux côtés du CRADEC lorsque viendra les dialogues citoyens. Nous reparlerons de tout ça, la propriété effective, le reporting public par pays, l'accord fiscal international. Merci d'avoir participé au podcast de Tax Justice Network. Merci beaucoup, Idriss. Enfin, on va dire que le Parlement est très actif sur la lutte contre les flux financiers illicites au Cameroun, au Cameroun surtout, particulièrement cette députée d'une région du Cameroun qu'on appelle le Haut-Cam. Elle porte l'étendard du mouvement parlementaire anti-flux financiers illicites. Écoutez ses remarques à la suite notamment de la présentation qui avait été faite par Morane Alvi, directrice par intérim de l'indice d'opacité financière 2022 et qui certainement a fait un travail très important. Nous n'allons plus revenir sur les causes des flux financiers illicites, mais nous notons cependant que l'indice de l'opacité financière sur laquelle nous venons d'échanger est entretenu par certains pays du G7 et les États-Unis d'Amérique. Nous retenons que, comme plusieurs autres pays africains, le Cameroun se retrouve dans la mauvaise marmite. Les résultats et les conséquences sur les flux financiers illicites se faisant ressentir négativement sur notre économie nationale. Le cadre juridique doit être pris en compte, comme a dit Eva tout à l'heure. Nous en sommes conscients. Mais, seuls nos efforts conjugués, nos réflexions mises ensemble nous amèneront à faire de bonnes propositions de loi. D'où notre présence toujours aux côtés des autres acteurs que sont les OSC, les médias et autres. Certaines lois sont déjà prises dans ce sens, comme l'a dit tantôt M. Mbalambala, même si les décrets d'application tardent à se mettre en place. Nous veillerons à accélérer le processus en utilisant les canaux légaux existants. Le Nigeria a déjà mis en place certaines mesures pour combattre l'opacité financière. Nous pensons que partager ces espérances telles que nous le faisons actuellement pourrait nous édifier davantage. Notre caucus vient d'être mis sur pied. Nous pensons sincèrement qu'avec le concours et la collaboration permanente de tous, nous pouvons et devons même trouver des solutions pour au moins limiter cette opacité financière dans notre pays. Retenez aussi que nous ne sommes pas autant outillés que vous et avons besoin de ce genre de séances qui seront régulièrement tenues et qui pourront nous édifier davantage. S'il est vrai que seul on va vite, il n'en reste pas moins qu'ensemble on va plus loin. Idriss a fait des propositions pertinentes. Nous comptons bien déjà nous rapprocher de lui à la fin de cette session parce que la séance de questions orales a déjà été ouverte ce jour à l'Assemblée pour recueillir certains besoins nationaux qui seront portés au niveau des différents membres du gouvernement afin qu'ensemble on essaye déjà de trouver les premières solutions aux différents problèmes qui sont posés.
C'était tout pour votre programme de cette édition du podcast de Tax Justice Network. Nous allons revenir dans les prochaines éditions sur d'autres éléments de l'indice d'opacité financière, notamment la propriété effective, mais aussi l'échange automatique d'informations ou encore le reporting pays par pays. En attendant, vous pouvez écouter notre podcast sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com. Libsyn avec S-Y-N à la fin. Vous pouvez aussi aller sur la page des podcasts de Tax Justice Network, de taxcast.net et vous cliquez sur l'onglet en français. Et pour ceux qui ont l'application Stitcher, recherchez votre programme. Vous pouvez aussi aller sur notre page YouTube www.impotetjusticesociale.com. Et pour ceux qui veulent interagir avec nous, notre page Twitter, #ImpoSocial, notre page Facebook, Impôt et Justice Sociale, et vous pouvez nous écrire à l'adresse email impôt avec s-8 social@outlook.fr ou encore idris@taxjustice.net. Voilà, c'était tout pour votre programme. Au revoir et portez-vous bien.